Deuxième élément, c'est que le 31 juillet, on avait une CENI qui n'était pas complète. Puisque vous le savez aujourd'hui, la CENI aujourd'hui est encore à 13 membres sur les 17, puisque les représentants de l'opposition, une partie des représentants de l'opposition parlementaire ne sont pas encore là. Là aussi, si on s'en tient à l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition, l'UFC se considère comme un parti de l'opposition. Donc il y a un parti de l'opposition qui est à la CENI et il y en a 4 qui ne sont pas encore là. Donc quand on dit renforcement avec une participation inclusive des acteurs, on peut bien entendu considérer que à la date où le 31 juillet, il y avait bien entendu des gens qui manquaient et que l'inclusivité concerne le fait que tout le monde soit présent à la CENI. Première hypothèse, ce n'est que des hypothèses. Mais deuxième hypothèse, on peut aussi considérer la justice, puisque chacun dans ce pays a son interprétation de la chose, on peut considérer la justice que ceux qui disent qu'il faut revoir la CENI, c'est qu'ils considèrent que du moment où la crise n'a mis en opposition que UNIR et la C14, et que dans ce cas-là, la CENI dorénavant doit être constituée exclusivement de UNIR et de la C14. Dans ce cas, il faut retourner au niveau de l'article 12 du Code électoral, revoir cet article-là, parce que c'est l'article 12 du Code électoral qui dit la CENI, c'est 5 membres du parti de la majorité gouvernementale, 5 membres de l'opposition parlementaire, 3 membres de l'opposition extra-parlementaire, 3 membres de la société civile et un représentant de l'administration. Donc, il faudra revoir cet article une fois que l'article a été revu. En ce moment, toute personne qui ne respecte pas ces conditions serait bien entendu frappée de nullité à la CENI. Deuxième élément. Troisième élément, quand vous prenez la feuille, le truc de la CEDEAO, on parle des acteurs. Maintenant, c'est qui les acteurs en réalité? Est-ce que quand on parle des acteurs, il s'agit uniquement de la C14? Dans ce cas-là, bien entendu, les représentants de la société civile n'ont rien à voir de nouveau à la CENI. Ceux qui ne sont pas à la C14, mais qui sont quand même des acteurs politiques, n'ont aussi rien à voir à la CENI. Et là, on peut aller même plus loin, on peut considérer que de l'avant les élections nous mettent en opposition que la C14 et UNIA. Parce que si on considère que les acteurs aujourd'hui, c'est uniquement que les deux entités, ça veut dire que les autres qui ne sont pas dans la configuration n'ont plus droit de parole. Donc, deuxième hypothèse, on peut bien entendu considérer que la CENI, sur le quatrième point, le quatrième alinéa, le point D de l'article 38, doit être recomposé. Mais dans ce cas-là, c'est qu'il faut aller revoir le code électoral. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut renvoyer au niveau de la CEDEAO. Mais moi, j'ai deux observations à faire. La première, c'est qu'il faut retenir aussi que l'article 36 du code électoral dit que le quorum de la CENI a atteint à partir de 9 membres. Et que donc, pour le moment, les activités que la CENI est en train de mener restent quand même légales. Ça, c'est aussi un élément qu'il faut tenir compte. Première observation. Deuxième observation, c'est que la CENI a fait sortir donc, le communiqué de reprise de son activité le jour exactement où nous avions M. Brou, président de la commission de la CEDEAO, qui était en séjour dans notre pays. Donc je crois que s'il y a un contentieux aujourd'hui, du moment où on a décidé de confier à la facilitation commission et les deux anciens représentations des anciens facilitateurs, je pense qu'il est urgent, au lieu qu'on perde du temps, qu'on saisisse cette facilitation-là qui, si la CENI est bien entendu dans une position hors la loi, arrêtez rapidement la CENI avant que ça n'aille plus loin. Et si la CENI est dans une situation légale et qui répond aux recommandations de la CEDEAO, que la CENI continue. D'autant plus que quand vous prenez le point D de l'article 37, on dit bien la conférence des chefs d'État exhorte le gouvernement à procéder à la révision intégrale du fichier électoral
en vue de l'organisation, le 20 décembre 2018, des élections législatives. Nous sommes tous Togolais ici, nous savons les différentes étapes qu'il faut pour organiser les élections. Et si on donne responsabilité au gouvernement, il est important aussi que le gouvernement prenne cette responsabilité. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que nous ayant été écartés dans les discussions, nous ne pouvons faire que des conjectures. Il est évident que s'il y a des points qui paraissent non appliqués dans les recommandations, il faut saisir assez rapidement. Parce que actuellement, si on doit faire des élections, et M. Brou qui est venu nous rencontrer la dernière fois, enfin rencontrer officiellement, là, des rencontres officieuses, mais sur ce qui est officiel, c'est uniquement la C14 et UNIR, ben, ils maintiennent quand même leur engagement à tenir les élections le 20. Et s'il faut tenir ces élections le 20, ben, il faut peut-être nous recomposer la CENI assez rapidement, si la CEDEAO considère qu'il faut la recomposer, ou alors s'associer assez rapidement en vertu de l'article du point D de l'article 38, à savoir avoir une participation inclusive de l'ensemble des acteurs. Maintenant je finis parce que je pense que je ne sais pas combien de temps que je vais faire, une vingtaine de minutes. Et les recommandations de la CEDEAO et nos propositions. J'ai dit tout à l'heure qu'en ce qui concerne les votes de la diaspora, nous avons considéré qu'il faut créer 4 circonscriptions. Une en Europe, une aux États-Unis, une en Asie et puis une en Afrique. Ce qui faisait les 4. En attendant de faire un vrai recensement pour connaître le poids démographique de cette diaspora-là sur les 4 continents. Nous n'avons pas été suivis donc dans cette proposition. Sur la composition de la CENI, nous avons toujours trouvé que la CENI était mal composée. Pour 2 raisons. La première, c'est que nous avions dès le départ demandé à ce qu'on ait une CENI technique. Et il vous souvient qu'au mois de mars-avril 2017, le ministre de l'administration territoriale avait ouvert des débats sur la composition, ou bien sur les propositions. Nous avions réitéré la nécessité de faire une CENI technique. Bon, bien entendu, comme d'habitude, on a été traité de tous les noms d'oiseaux. Mais nous sommes principalement pour la CENI technique. Mais à défaut, si on doit conserver cette composition-là, ce que nous avons fait comme proposition, c'est qu'en plus des 5 de la majorité parlementaire de l'opposition et des 5 de la majorité parlementaire du parti au pouvoir qui ont une majorité électorale, il faut que les 3 partis parlementaires soient choisis parmi les partis qui ont fait les meilleurs scores sur les dernières élections. Là, on a un critère objectif. Parce que je ne veux pas donner de nom, mais excusez-moi du peu. On ne peut pas être là, n'avoir aucune activité sur le terrain, ne pas aller aux élections. En réalité, c'est-à-dire que n'exister de parti parce qu'un jour on a eu un récépissé et être à la CENI, ça n'a pas de sens. On ne peut pas non plus être systématiquement dans des regroupements politiques. Donc, être dans une coalition qui est autorisée par la charte des partis politiques et au même moment revendiquer une place à la CENI, ça n'a pas de sens. Surtout quand, au même moment, il y a des partis politiques qui participent à des élections et qui ont des résultats. Nous, la proposition que nous avons faite, nous avons dit, ben, quand il y a constitué une CENI, les partis extra-parlementaires qui ont fait les meilleurs résultats aux élections précédentes doivent être parmi, si bien entendu, elles veulent y figurer. Si c'est des élections législatives, on prend les résultats des partis extra-parlementaires des élections présidentielles. Aujourd'hui, je comprendrai parfaitement que sur les 2 partis et sur les 5 candidats aux élections de 2015, les 2 partis qui ont participé aux élections, à savoir le MC de l'ENET, sont des partis qui figurent aujourd'hui à la CENI. Ce qui serait quand même un argument objectif, puisqu'ils ont participé quand même à l'élection et que c'est du travail que d'aller à une élection. Et si, après ces 2 partis, on peut aller en 2013 pour voir exactement sur les partis extra-parlementaires, quel est le parti qui a eu les meilleurs résultats pour qu'ils complètent. Au lieu que la présence de la CENI ne soit subordonnée uniquement qu'à des alliances avec soit le parti au pouvoir ou avec une partie de l'opposition. Sur la présence de la société civile, aujourd'hui, il y a par exemple une aberration. Il y a à la CENI aujourd'hui une organisation de la société civile dont le président est vice-président d'un parti politique. Ben, il y a quand même un problème. Et nous disons là aussi qu'il est très important que comment on appelle ça, les
les 3 représentants de la société civile soient désignés d'un commun accord avec les organisations, le PNUD, le ministère des Affaires sociales, ainsi de suite, qui travaillent avec elles et qui peuvent proposer. Parce que là, on sait ce qu'elles font sur le terrain, ainsi de suite. Au lieu d'avoir des, on va dire des CENI avec des gens aussi, là aussi, on ne les voit jamais sur le terrain, puis vous les voyez à la CENI parce que, bon, ben, il y a des arrangements, des acquaintances. Donc ça, c'est des propositions qu'on a faites et qui ne sont pas suivies. Maintenant, pour finir, et donner la parole, puisque nous sommes quand même dans un débat, est-ce que la CEDEAO règle la crise togolaise? Non. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de pays où il n'y a pas de crise togolaise, de crise politique, ça n'existe pas. Il y aura toujours, même si vous organisez les mêmes élections, celui qui gagne, fanfaron, et celui qui perd, a toujours des arguments pour expliquer pourquoi il a perdu. Donc, la CEDEAO ne peut pas résoudre définitivement la crise togolaise. Mais les éléments qui ont fondé la naissance de la crise togolaise, bientôt nous allons fêter le premier anniversaire du soulèvement du 9 août. 19 hein? 19. Il y a dit 19. Il y a dit quoi? Non, 19. Soit c'est que c'est peut-être le 9 dans la tête, mais le 9 est déjà passé. Bientôt on va fêter le premier anniversaire du soulèvement du 9 août. Mais quand vous prenez le mot d'ordre, même si aujourd'hui le PNP se réjouit des recommandations de la CEDEAO, si vous prenez le mot d'ordre initial qui était le retour à la Constitution de 92, ben, on n'y est pas. Le vote des Togolais de la diaspora, comme je l'ai dit, tel que c'est présenté, il faudra attendre 2020, sauf entente des différents acteurs pour élargir les circonscriptions électorales à la diaspora. On risque d'être obligé d'attendre 2020 pour avoir un vote de Togolais de la diaspora. Et malheureusement, et c'est le plus gros regret que nous avons sur les recommandations de la CEDEAO, c'est que tout autant on nous donne un délai horaire pour l'organisation des législatives, c'est qu'on ne donne aucun délai pour la réforme constitutionnelle. On nous dit aller aux élections le 20 décembre, mais on ne nous dit pas quand est-ce que, ou bien à la limite, quel est le délai minimum auquel il faut faire les réformes constitutionnelles. Et ça, c'est quand même une insuffisance. Parce que, ben, au moins, si on avait un délai, on pourrait dire aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire la réforme avant les élections législatives ou après? Bien entendu, s'il y a une entente, comme on l'a toujours dit depuis le départ, l'Assemblée nationale, c'est 1 heure pour faire les réformes. C'est le vote rapidement des 63 députés et puis c'est fini. Mais si ce n'est pas le cas et qu'il faille aller, comme ils l'ont dit, à deux fois un référendum, quand est-ce qu'on fait le référendum? Est-ce qu'on attend que des gens, parce qu'aujourd'hui, soyons cyniques, mais on peut aujourd'hui considérer que si les gens foncent directement sur les élections législatives, c'est que peut-être c'est avec le malin espoir que d'autres personnes n'y aillent pas pour qu'on fasse les réformes constitutionnelles après l'Assemblée nationale sans avoir à passer par un référendum si d'autres personnes ne font pas. Puisque la CEDEAO ne donne aucune recommandation. C'est un peu ça la faiblesse des recommandations de la CEDEAO. C'est que nous n'avons aucun cadre, un délai qui nous dit qu'il faut faire les élections, le vote à tel délai, ou avant 2018 au minimum. Là, en ce moment, on pourrait dire, ok, déjà tout le monde crie que le 20 décembre c'est trop tôt pour faire les élections. Est-ce que nous allons pouvoir, dans l'hypothèse où le texte constitutionnel passe à l'Assemblée et n'obtient pas de vote, encore que jusqu'à ce jour, moi je m'entendais à ce que depuis la semaine dernière, on a eu une convocation de l'Assemblée pour le texte. Pour le moment, nous sommes au 14 h, on va y venir, alors que officiellement, le 19 août prochain, le mandat officiel des députés s'achève, même si bien entendu l'article 52 permet aux députés de laisser en fonction. Mais aujourd'hui, l'une des faiblesses, c'est l'absence de ce délai, qui fait que chacun peut faire un peu ce qu'il veut. Et c'est un peu regrettable. Donc, est-ce que ça règle la crise? Le retour de la Constitution de 92, on voit que de toute façon, la CEDEAO n'est pas allée dans ce sens. La libération des détenus, aujourd'hui on a encore 53, moins 6, c'est 6 qui ont libéré la dernière fois. Donc 53 moins 6, donc ça fait 47 détenus qui sont encore en prison. Si on s'en tient à la conférence de paix faite par les avocats, on apprend qu'il y aura des assises pour certaines de ces personnes. Ça veut dire que ils sont accusés de crimes. Donc,
la libération des détenus, le 19 août, une partie des détenus dont on demandait la libération, en réalité ça s'est augmenté, on avait plus de 2 personnes, donc ce problème-là n'est pas réglé. Et si on ajoute à cela les revendications qui sont venues s'ajouter le 7 septembre, à savoir les négociations ne portant que sur le départ de M. Fanyassingi, on se rend compte quand même que les recommandations de la CEDEAO sont très loin des exigences des autres protagonistes qui étaient donc la C14. Quelle est notre position aujourd'hui au niveau du net? Nous pensons que la meilleure façon de faire parler la démocratie, c'est de donner la parole au peuple togolais. Et nous regrettons aujourd'hui qu'en réalité, lors des discussions, qu'on n'ait pas mis plus l'accent sur l'amélioration du cadre électoral, parce qu'on avait la possibilité à l'époque de mettre l'accent sur le cadre électoral que de mettre plus l'accent sur les questions qui, à l'époque, nous paraissaient quand même assez complexes, de départ immédiat ou différé du chef de l'État. Et que malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans une feuille de route qui n'indique pas clairement qu'est-ce qu'on peut faire dans l'amélioration du cadre électoral, qui aborde la question de la CENI sans la référer à ce qui peut modifier réellement la CENI, à savoir le code électoral. Parce que l'inclusivité de la composition de la CENI, c'est que les 4 personnes qui manquent rejoignent. Mais pour modifier la composition de la CENI, c'est le code électoral. Donc, il y a des points sur lesquels les recommandations restent vagues, la date pour les réformes constitutionnelles, les éléments constitutifs de l'amélioration du cadre électoral. Aujourd'hui, quand vous prenez le découpage électoral, vous vous rendez compte que si nous allons aux élections dans les conditions de 2013, on va continuer à avoir le Grand Lomé qui fait à peu près un quart de la population togolaise avec 10 députés. 10 députés, ça fait à peu près un onzième du nombre de députés à l'échelle du pays. C'est des questions qu'on aurait dû pouvoir aborder. Et ça fait partie des regrets que nous avons. Parce que nous avions, avec les facilitateurs, la possibilité de creuser ces questions-là, au lieu de se fixer sur des questions qui, au-delà de l'importance qu'on pouvait leur donner, ont fait qu'on n'a pas posé les questions qui nous semblent assez importantes dans l'amélioration du cadre électoral. C'est la même chose pour le mode de scrutin en ce qui concerne les élections législatives. En 2007, à l'époque c'était l'UFC, l'UFC avait considéré que le mode de scrutin proportionnel était celui qui permettait le plus à l'opposition de gagner les élections. Alors, ça n'a pas marché en 2007, ça n'a pas marché en 2013, même si tout récemment on était au niveau de on a été reçu par l'Union européenne en Bruxelles et ils nous disaient exactement que on ne peut pas continuer à aider le Togo si le Togo ne met pas en application les recommandations qu'ils nous font, parce que l'Union européenne avait fait des recommandations très intéressantes au Togo en 2007 et personne n'a pris en compte ces recommandations. Donc aujourd'hui, si nous allons aux élections avec le même découpage électoral, avec le même mode de scrutin, il est évident quand même que nous ne pouvons pas nous attendre à des résultats différents de ceux que nous avons obtenus en 2013, sachant que 2013 a été une élection dont la contestation n'a pas été ni forte, mais dont les résultats ont surpris beaucoup plus d'un, puisque je rappelle quand même que c'est en 2007 que la région de la Kara, qui était considérée comme inexpugnable, a connu quand même le vote de 4 députés de l'opposition, à savoir Dampen, Bassar, Assoli et... non, c'est tout 3. C'est tout, non, 3, c'est pas 4. Donc, c'était la première fois. Mais il faut aussi rappeler que 2007 a l'élection qui a permis à UNIF de gagner au minimum un député dans les 80 circonscriptions moins 1, à savoir Yoto. Donc, qu'est-ce qui a pu être fait entre 2013 et 2001 dans une situation où nous tous, nous savons, nous le disons tout le temps, où depuis une année, le parti politique unirait sur le terrain en train de préparer les élections, mais où une bonne partie de la classe politique de l'opposition a été plus saisie dans la contestation. Donc c'est le deuxième sujet sur lequel nous posons des points d'interrogation. Pour conclure, nous considérons que la feuille de route ne règle pas tout le problème togolais, mais c'est que si par cette feuille de route et par l'accompagnement des facilitateurs, l'ensemble des acteurs décident de jouer le jeu et font en sorte que le processus électoral permette à tous les Togolais de s'exprimer librement dans les urnes,
que ce choix-là soit transmis intégralement au niveau de la CENI, que la CENI publie les résultats bureau de vote par bureau de vote, comme nous le demandons depuis longtemps, et que ces résultats-là puissent être confrontés par l'ensemble des acteurs, nous pourrons éventuellement avoir l'alternance qu'il faut, parce que, pour conclure, depuis le début, nous avons dit qu'il faut convertir la frustration populaire en une frustration électorale. Je vous remercie. Merci, monsieur.